Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 16 mai. Les discussions entre Washington et Pékin dominent l'actualité, avec des zones d'ombre sur le commerce et la sécurité. Nous reviendrons aussi sur des décisions judiciaires et politiques au Canada et sur des enjeux de santé et de droits humains ailleurs dans le monde. Géopolitique. Donald Trump rentre à Washington après un sommet à Pékin avec Xi Jinping. Les deux dirigeants ont promis une forme de stabilité stratégique entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays ont annoncé la création d'un conseil sur le commerce et l'investissement. La visite a été marquée par une forte mise en scène diplomatique, mais peu de résultats concrets ont été confirmés. Des questions majeures restent ouvertes, notamment sur les dossiers régionaux que Washington voulait aborder avec Pékin. Donald Trump cherche notamment l'appui de la Chine pour mettre fin à la guerre en Iran. Rien n'indique à ce stade que Pékin ait accepté de jouer ce rôle selon les termes souhaités par Washington. Xi Jinping a, de son côté, profité du sommet pour mettre en garde les États-Unis sur Taïwan. L'échange a mis en évidence les limites de la marge de manœuvre américaine sur plusieurs fronts sensibles. Quelques heures après ce sommet, Donald Trump a lancé un avertissement direct à Taïwan. Le président américain a demandé à Taipei de ne pas déclarer formellement son indépendance. Il a dit vouloir que Pékin et Taipei se calment sur les tensions autour de l'île. Dans la foulée, Taïwan a répliqué en affirmant être déjà indépendante. Les autorités taïwanaises ont décrit Taïwan comme une nation démocratique, souveraine et indépendante. Donald Trump a aussi laissé entendre que les ventes d'armes à Taïwan pourraient servir de levier de négociation avec la Chine. Cette allusion place l'assistance militaire américaine au cœur d'un marchandage potentiel. Elle ajoute une incertitude politique pour Taïwan qui dépend de ses livraisons pour sa défense. Sur le terrain antiterroriste, Donald Trump annonce la mort d'un haut responsable de l'État islamique au Nigeria. Il affirme qu'une opération conjointe américaine et nigériane a tué Abu Bakr al-Maïnouki, aussi appelé Abu Bilal al-Minouki. Donald Trump le présente comme le second en commandement de l'organisation à l'échelle mondiale. Le président américain parle d'une mission très complexe et méticuleusement planifiée. Un responsable américain le décrit comme une figure clé de l'organisation et de son financement. Washington affirme qu'il préparait des attaques contre les États-Unis et leurs intérêts. L'annonce a été faite tard dans la nuit sur les réseaux sociaux du président. Donald Trump avait déjà ordonné une intervention de l'armée américaine au Nigeria plus tôt cette année. Au Proche-Orient, Israël et le Liban prolongent un cessez-le-feu, tout en restant sous tension. Le département d'État américain annonce une prolongation de 45 jours, après 2 jours de discussion à Washington. Les délégations politiques israéliennes et libanaises doivent se retrouver de nouveau au début juin. Washington dit viser une paix durable et une reconnaissance complète de la souveraineté de chaque pays. Malgré la trêve, des frappes se poursuivent et le bilan humain continue d'augmenter. Les autorités libanaises font état de 6 morts dans une frappe israélienne. L'armée israélienne a aussi ordonné l'évacuation de 9 localités du sud du Liban. Les avis de déplacement touchent notamment Kwayet al-Snoubar, Al-Sar et Al-Babliya. La pression américaine s'accentue aussi sur Cuba, avec une menace d'inculpation très symbolique. Le ministère américain de la Justice se prépare à demander une inculpation contre l'ancien président cubain Raúl Castro. Raúl Castro a 94 ans et demeure une figure centrale du pouvoir, malgré sa retraite officielle. Cette initiative survient alors que Donald Trump évoque aussi une possible action militaire contre l'île. Washington semble vouloir accroître la pression sur la direction communiste cubaine. Le dossier rappelle une méthode déjà utilisée contre un autre dirigeant de la région, Nicolás Maduro. Les tensions entre Cuba et les États-Unis pourraient donc monter rapidement. L'enjeu immédiat porte sur la portée politique d'une inculpation visant un ancien chef d'État. Canada. En Alberta,
Des documents judiciaires apportent de nouveaux détails sur une fuite massive de renseignements d'électeurs. Des documents déposés à la cour du banc du roi éclairent l'enquête d'élection Alberta. L'enquête vise à comprendre comment un groupe séparatiste a exposé des informations personnelles en ligne. La fuite concerne des millions d'électeurs albertains selon ces documents. L'affaire soulève des questions sur les contrôles de sécurité et la gestion des données électorales. Elle met aussi une pression supplémentaire sur l'organisme responsable des élections provinciales. Le dossier se déroule dans un cadre judiciaire, ce qui donne un nouveau niveau de détail au public. L'objectif demeure d'identifier les mécanismes de la brèche et les responsabilités. Dans le secteur du tourisme autochtone, 3 organisations régionales se détachent d'un organisme national. 3 conseils régionaux du tourisme autochtone annoncent leur retrait de l'Association touristique autochtone du Canada. Ils invoquent des inquiétudes sur une mauvaise gestion financière et un manque de transparence. Ils parlent aussi d'un problème dans l'allocation des fonds sur plusieurs années. Cette rupture fragilise la coordination nationale de la promotion touristique autochtone. Elle risque aussi d'avoir des effets sur les partenariats et sur la distribution de certaines enveloppes de financement. Les organisations qui se retirent disent ne plus pouvoir soutenir la structure actuelle. La situation met en cause la gouvernance et les mécanismes de reddition de comptes. Au Québec, la réforme de l'IVAC continue de susciter de vives critiques chez des victimes de violences conjugales. La première ministre Christine Fréchette a déclaré aux victimes « Je ne vous ai pas oublié ». Elle a évoqué un projet appelé la loi Gabi-Renault. Mais la réforme de l'IVAC limite à 3 ans l'aide financière liée à une perte de revenus. Des victimes disent se sentir oubliées depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles limites. Une femme ayant vécu de la violence conjugale a accepté de témoigner pour tenter de faire changer les choses. L'enjeu concret porte sur la capacité de se reconstruire au-delà d'un horizon de 3 ans. Le débat met en tension la durée des soutiens publics et la réalité de la guérison après un traumatisme. Science. Une étude présentée à l'ACFAS conclut que le conspirationnisme progresse au Canada. Les chercheurs observent une hausse de la croyance aux théories du complot dans la population. Plusieurs facteurs sont associés à cette progression, dont la méfiance envers les institutions. Le revenu apparaît aussi comme un facteur lié à la probabilité d'adhérer à des récits complotistes. Le niveau d'éducation fait également partie des variables qui aident à expliquer le phénomène. L'enjeu est concret pour la santé publique et le débat démocratique, car la confiance institutionnelle influence les comportements. La recherche met l'accent sur les déterminants mesurables plutôt que sur des impressions générales. Elle invite à réfléchir aux conditions sociales qui rendent certains publics plus vulnérables à la désinformation. L'intelligence artificielle bouscule aussi le travail journalistique, sur le plan économique et éthique. L'avancée de l'IA soulève des risques pour l'emploi dans les médias et les salles de rédaction. Elle pose aussi des questions de responsabilité sur les contenus produits ou amplifiés par des systèmes automatisés. Les enjeux sont à la fois économiques, avec la pression sur les modèles d'affaires, et éthiques, avec la fiabilité de l'information. La transformation touche la production, la vitesse de diffusion et la vérification. Elle concerne aussi le rapport de force entre plateformes technologiques et organisations de presse. La question centrale reste la protection du travail journalistique dans un environnement automatisé. Le débat se poursuit alors que les outils gagnent en capacité et en accessibilité. Climat. Une semaine d'événements extrêmes illustre des contrastes météo marqués dans plusieurs régions du globe. Le Honduras a battu un record de température maximale en mai, avec 42,2 degrés à Choluteca le 13 mai. Le précédent record était de 42,1 degrés, déjà établi plus tôt ce mois-ci. Des prévisions annoncent une chaleur intense persistante, ce qui pourrait entraîner d'autres records. La même semaine, des chutes de neige ont aussi été observées en Sibérie, montrant l'ampleur des contrastes. Monde. Une épidémie d'Ebola
cause de lourdes pertes dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires font état de 65 décès liés à cette flambée. On compte 246 cas suspects dans la province de l'Ituri, une région marquée par le conflit. L'Ituri touche les frontières de l'Ouganda et du Soudan du Sud. En Ouganda, un cas d'Ebola a été confirmé chez un homme congolais décédé à Kampala. Les autorités ougandaises qualifient ce cas d'importé et n'ont pas confirmé de transmission locale. La souche impliquée est la souche Bundibugyo, selon les responsables de santé. La situation accroît la pression sur la surveillance aux frontières et sur les capacités hospitalières. En Europe, plus de 30 pays s'engagent vers un tribunal spécial lié à la guerre en Ukraine. Des discussions tenues en Moldavie ont permis de rallier ces pays au plan d'un futur tribunal. L'objectif est de poursuivre la Russie au sujet de l'invasion de l'Ukraine. Le projet soulève déjà une question centrale. Comment contraindre des ressortissants russes à comparaître? Les États participants n'ont pas encore clarifié les mécanismes d'arrestation ou de remise des suspects. Le chantier touche au droit international et à l'exécution concrète des décisions judiciaires. Pour l'Ukraine, l'enjeu est d'établir une voie de poursuite ciblant les plus hauts niveaux de responsabilité. Les travaux doivent se poursuivre malgré les incertitudes sur l'accès aux accusés. La Suisse va ouvrir des dossiers longtemps restés, scellés sur Joseph Mengele. Mengele est connu comme l'ange de la mort d'Auschwitz pour des expériences menées dans le camp nazi. Les archives concernent des informations détenues par une agence de renseignement suisse. Des rumeurs ont circulé pendant des années sur un possible passage de Mengele à Zurich. Après la guerre, Joseph Mengele a fui vers l'Argentine et n'a jamais été poursuivi. L'ouverture de ces dossiers pourrait éclairer d'éventuels déplacements et réseaux de soutien. Elle pourrait aussi préciser ce que les autorités savaient à différentes périodes. La démarche relance un volet historique sensible sur les fuites de criminels nazis. Au Guatemala, 2 dirigeants autochtones restent incarcérés sur des accusations de terrorisme. Luis Pacheco et Héctor Chaclan ont contribué à sauver le résultat électoral de 2023, selon leur soutien. Ils ont passé 1 an en prison, malgré leur rôle dans la défense du processus démocratique. Amnesty International les considère comme des prisonniers d'opinion. Le dossier est désormais un symbole des tensions autour de la justice et de la contestation politique. Les accusations de terrorisme pèsent lourdement sur leurs droits et leur capacité de se défendre publiquement. L'affaire met aussi sous pression les institutions guatémaltèques après la crise post-électorale. Le sort des 2 hommes continue de mobiliser des organisations de droits humains. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 541 $ américains, en baisse de moins 0,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 76 $ américains, en baisse de moins 2,2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 78,196, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,727 $ américains. Le calendrier d'ouverture du pont international Gordie Howe demeure incertain entre Windsor et Détroit. L'infrastructure est évaluée à 6,4 milliards de dollars. Des responsables canadiens répètent que l'ouverture dépend d'essais et de travaux de mise en service. Mais des propos récents à Washington laissent aussi entendre un contexte de guerre commerciale. La Maison-Blanche évoque des pratiques commerciales déloyales de longue date lorsqu'on l'interroge sur l'ouverture. 2 hauts responsables américains ont aussi parlé du contexte commercial au moment des questions sur ce pont. Le pont doit relier l'Ontario au Michigan et changer la fluidité du transport transfrontalier. L'incertitude devient donc un enjeu logistique et politique pour les 2 côtés de la frontière. Au Mexique, Victor Rodriguez quitte la direction de l'entreprise pétrolière Pemex après un mois difficile. La présidente Claudia Sheinbaum affirme que ce départ n'est pas lié à une marée noire. Elle dit aussi que la décision n'est pas liée aux difficultés financières persistantes de Pemex. Claudia Sheinbaum
précise que Rodriguez s'était engagé pour un mandat d'1 an et demi. Le départ survient toutefois alors que Pemex traverse des problèmes de gestion et de crédibilité. La transition à la tête de l'entreprise arrive dans un secteur crucial pour les finances publiques du pays. Elle impose aussi une nouvelle période d'adaptation pour la gouvernance interne de Pemex. L'exécutif mexicain devra maintenant stabiliser la direction et répondre aux inquiétudes opérationnelles. La présidente mexicaine fait aussi face à une pression accrue des États-Unis sur la question des cartels. Le gouvernement mexicain à agir plus énergiquement contre les organisations de trafic de drogue. Cette pression place Claudia Sheinbaum dans une situation d'étau politique. Le dossier touche directement la coopération bilatérale en matière de sécurité. Il peut aussi avoir des retombées économiques par ses effets sur le commerce et les frontières. Le gouvernement mexicain doit arbitrer entre souveraineté nationale et attentes américaines. L'intensification de la pression américaine resserre le calendrier des décisions à Mexico. Le sujet demeure central dans la relation entre les deux pays. À savoir aujourd'hui, le 16 mai 1975, la japonaise Junko Tabei devient la première femme à atteindre le sommet de l'Everest. Le 16 mai 1929, la première cérémonie des Oscars a lieu à Hollywood. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.